Entre 1850 et 1914, c'est une véritable société moderne qui émerge en particulier dans les grandes régions industrielles et urbaines d'Europe de l'Ouest, mais également aux États-Unis. Cette société est plus complexe dans sa composition socioculturelle qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire. Elle est plus riche, mais également plus inégalitaire, mais aussi plus urbaine et plus cosmopolite. La société d'Ancien Régime avait disparu de façon législative avec la Révolution française. Cependant, la noblesse avait gardé sa domination, ainsi que le clergé, sur une société qui restait essentiellement une société rurale et agricole. Les vastes mouvements de population liés à l'exode rural réorganisent le monde sous la forme de villes qui échappent très largement à ces groupes. À la domination nobiliaire va succéder la domination bourgeoise. Au monde paysan se substitue progressivement et très inégalement, comme nous l'avons vu, une société prolétarienne ouvrière. La société moderne se caractérise par une société beaucoup plus complexe socialement. Les individus y sont bien plus autonomes que dans les sociétés traditionnelles qui privilégiaient les hiérarchies et la stabilité et sont d'abord déterminés par leurs fonctions au sein du système de production. Direction, encadrement, surveillance ou production, qui établit donc une nouvelle hiérarchie. Ces grandes fonctions se regroupent en quelques classes sociales qui se sont substituées au cours du XIXe siècle aux anciens ordres des sociétés pré-industrielles. Au sommet de la société se trouvent ceux qui encadrent et dirigent. Ils forment l'élite politique et économique qui rassemble, selon les pays, la grande bourgeoisie et l'aristocratie ancienne. Elle contrôle le pouvoir économique par la possession des grandes entreprises, le pouvoir politique et culturel par sa domination universitaire. Les Schneider, par exemple, en France, constituent une véritable dynastie patronale, à la fois maître des forges du Creusot, maire et député, voire ministre à certains moments, et allié avec les grandes familles de la noblesse. Classe relativement ouverte, elle accueille en son sein des hommes nouveaux ayant fait fortune, parfois en l'espace d'une génération, comme Ford, Renault, Carnegie. Son mode de vie axé sur le travail, l'épargne et la transmission du patrimoine, mais aussi une certaine philanthropie, voire un paternalisme d'inspiration chrétienne, témoigne d'un conservatisme social très fort qui lui fait défendre la société capitaliste contre toute nouvelle idéologie révolutionnaire. Plus bas, dans la hiérarchie sociale, avec des fonctions de surveillance et d'encadrement, se trouve le groupe composite des classes moyennes. Autrefois essentiellement composé d'artisans et de commerçants indépendants, il est de plus en plus composé de salariés dont la société moderne a besoin. Ingénieurs, employés de bureaux, fonctionnaires de l'État. S'ajoutent à cet ensemble composite les professions indépendantes nouvelles en plein essor que sont les médecins, juristes, avocats, mais également à un niveau inférieur de paysans propriétaires. Il s'agit donc de gens appartenant à la sphère publique ou à la sphère privée. À noter que la sphère publique, jusque-là quasiment absente, se développe à un rythme très rapide afin d'assurer l'encadrement de ces sociétés modernes. Vivant comme les ouvriers du salaire qu'ils perçoivent, ils s'en distinguent cependant par des revenus plus élevés et diversifiés. Leur mode de vie tend à vouloir ressembler à celui de la grande bourgeoisie. Effectivement, ils cherchent à se rapprocher du mode bourgeois dans leurs loisirs, leur apparence vestimentaire ou leurs idéaux politiques, qui tendent vers une certaine forme de conservatisme. Le poids de ces classes moyennes va croissant, mais leur destin est varié. Le monde de l'artisanat et du petit commerce en particulier subit la concurrence grandissante des grands magasins et de la grande industrie. Enfin, tout en bas de l'échelle sociale, se trouvent les classes sociales dont la fonction est uniquement la production des biens, des marchandises, et qui ne vit que de son salaire. Ce sont les ouvriers, plus ou moins qualifiés, les petits paysans, fermiers et métayers. Peu payés et vivant dans la précarité constante, ils n'ont presque aucune chance de s'élever dans la hiérarchie sociale. Leurs valeurs sont beaucoup plus collectives que celles des autres classes, car leur fonction est contrainte très souvent à dépendre d'autres ouvriers, comme eux, pour assurer la survie de la cellule familiale. Ainsi, la solidarité et les luttes collectives expriment leur force et marquent leur identité spécifique. Reléguée aux marges de la ville, en banlieue ou dans les quartiers pauvres du centre, cette masse ouvrière, de plus en plus déqualifiée par l'essor du travail taylorien,
s'éloigne du monde de l'artisanat dont elle provient pourtant en large partie. Par contre, elle intègre, à l'inverse, de très nombreux paysans privés de leurs terres par l'expansion de la grande propriété et la révolution agricole. L'exode rural fournit des bataillons toujours plus nombreux de main-d'œuvre corvéable à merci. Dans les années 1890-1900, elle finit par constituer une classe sociale relativement homogène, la classe ouvrière, dotée de ses propres valeurs, travail, solidarité, socialisme, de modes de vie et de culture particuliers avec des lieux emblématiques, le café, l'usine, la guinguette. De plus en plus présente dans la société, elle est pourtant tenue à l'écart et reste méprisée car elle fait peur aux classes moyennes et bourgeoises, qui ne voient en elle qu'une masse prolétarienne, laborieuse et donc dangereuse. De fait, ces prolétaires sont souvent en contact du monde des exclus, marginaux divers, mendiants, voleurs et prostituées. Ces prolétaires peuvent être happés par le bas en cas de crise économique grave. Conscients de cette possibilité de déclassement, ils se tournent de plus en plus massivement vers des théories révolutionnaires remettant en cause l'ordre établi.